Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Nous allons aujourd'hui parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'étape de l'identification et enrôlement des électeurs qui a commencé au niveau de la première ère opérationnelle. Et puis après, juste à la fin de cette étape, on a ajouté quelques jours. On a même parlé de prorogation. Et puis, cette opération de prorogation a coïncidé également, où on va parler, a marché concomitamment avec les débuts des opérations d'identification et d'enrôlement dans la seconde zone opérationnelle de cette étape de la révision du fichier électoral. Pour en parler, aujourd'hui, le président d'Ensemble pour la République, le parti politique cher à Moïse Katumbi, lui-même s'est déplacé en chair et en os pour aller chercher sa carte dans la commune de la Rouachi, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Vous allez constater, tout comme moi, une grande mobilisation, comme si c'était un meeting au cours duquel le candidat président allait s'exprimer. Mais alors, c'était juste une opération d'enrôlement et d'identification. Quid du processus, son évolution, les couacs constatés lors du démarrage? Est-ce qu'il y a eu amélioration? Est-ce que la Commission électorale nationale indépendante a tenu compte de toutes les recommandations lui reformulées, non seulement par les acteurs politiques, mais aussi par les acteurs de la société civile? Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer afin que l'objectif soit atteint? Est-ce qu'on est parti sur les mêmes bases? Toutes ces questions trouveront des réponses tout au long de cette émission. Et puis, il y a démolition dans la ville de Kinshasa. Tout le marché pirate sera démoli. C'est le cas de bars pirates construits le long de routes de Kinshasa. On a vu cette opération commencer à la veille de l'arrivée du pape François. On a aussi détruit hier, si ma mémoire est bonne, quelques bars, notamment le bar de Banakin, où le chef de l'État avait passé quelques heures, il y a de cela seulement quelques mois, lorsqu'il a passé en revue les chantiers dans la ville de Kinshasa. Il est allé finalement se reposer dans ce bar qui a été démoli hier. Est-ce que c'est fait dans les normes? Qu'est-ce qui est à décrier par rapport à cette situation? Est-ce qu'on a quand même pensé à tous ces compatriotes qui trouvaient la vie dans la débrouillandise au niveau de ces longs de chaussées? Qu'est-ce qui a été prévu entre-temps pour soulager la souffrance de ces compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui sans boulot? Toutes ces questions trouveront des réponses tout au long de cette émission. Notre avion de chasse, un avion militaire congolais, a été touché par des tirs, des missiles et de l'armée rwandaise. Vous avez constaté, tout comme moi, de communiquer de part et d'autre. Le Rwanda a accusé la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien. La RDC, quant à elle, a réagi pour cette fois-là accuser à son tour le Rwanda d'avoir violé son espace et d'avoir attaqué militairement son avion. Le communiqué de Patrick Mouyaya a été apprécié par certains caciques de l'Union sacrée, mais très sévèrement critiqué par les poids lourds de l'opposition. Est-ce que la réplique du gouvernement congolais a été à la hauteur de l'attaque organisée et exécutée par le gouvernement rwandais? Cette question aussi trouvera sa réponse tout au long de cette émission. Nous recevons expressément, de manière aussi à vous faire plaisir, l'honorable Mike Mukeba Nkoso. Il n'était pas prévu d'être reçu aujourd'hui. J'allais le recevoir dans notre culte de samedi, mais on a quand même écourté pour des besoins d'actualité. L'actualité est devenue très très chaude, surtout que Moïse Katumbi s'est enrôlé. Un étranger qui est allé s'enrôler. Je ne sais pas si je blague, si la blague est bonne, mais au moins l'honorable Mike a des mots pour répondre à tout ça. Pour commencer, honorable Mike Mukeba, bonjour. Bonjour, Patrick Lokala. Si je dois rappeler, vous êtes député provincial de Kinshasa. Vous siégez à l'Assemblée provinciale de Goudempoï. Non, de Kinshasa, pas de Goudempoï. De Kinshasa, très bien. Comment allez-vous? Ouais, Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo, comme je l'ai dit toujours. Très bien. Comment va Kinshasa? Très très mal. Très mal. Quand vous avez un Ngobila à la tête de la ville, vous pouvez vous attendre à quoi? À la danse et c'est tout, non?
à la danse, aux dédicaces, dans les chansons. Là maintenant, il y a encore une nouvelle dédicace. Ngoubila, 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 Ngoubila. Hein? J'entends des choses comme ça. Là. Ça, c'est ce qu'il sait faire le mieux, c'est tout. Oui. Très bien. Parlons de la ville de Kinshasa. On assiste depuis quelques jours à l'opération de démolition des marchés pirates, mais aussi des bars construits le long des artères de Kinshasa. C'est d'abord irrégulier de construire le long de routes, mais est-ce que ces démolitions se font dans les normes? C'est-à-dire tenir compte de la régularité, mais aussi tenir compte de la vie de ceux qui passaient leur temps à vendre le long des artères ou de routes. Alors, dans cette question de démolition, de ce qui est considéré comme de construction anarchique, à mon point de vue, il faut commencer par mettre l'accent sur la responsabilité du régime, des hommes au pouvoir. Ce qui est paradoxal, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Ce sont les mêmes détenteurs de pouvoir public qui lotissent ça et là, et qui plusieurs mois plus tard ou des années se disent scandalisés par ces constructions et font une sorte de contrition et par la suite décident de démolir. Je n'y comprends rien. Et même qui sont à l'origine de ces constructions anarchiques. Je vais y aller. Okay. Je vais commencer par Félix Tshisekedi lui-même. Tshisekedi, un jour, je n'ai jamais compris que tout chef d'État qu'il est, qu'il arrête sa journée de travail, qu'il quitte ce bureau pour aller inaugurer un minable, je dis bien un minable bâtiment au niveau d'Indolo, présenté comme les sièges d'une institution de microfinance. Une banque agricole. Ce bâtiment est construit sur l'emprise publique, entre l'enclos de l'aérodrome d'Indolo et l'avenue Bokassa. C'est l'emprise publique. Et il est allé et il a inauguré ces bâtiments. Et ce qui est très grave, non seulement que ce bâtiment est érigé, ce minable bâtiment, quasiment une bicoque, non seulement qu'il est érigé sur l'emprise publique, mais il est adossé à l'enclos d'un aéroport militaire. Adossé à l'enclos d'un aéroport militaire. Donc, raison de plus que cet endroit soit considéré comme un espace non édificandé, dont on ne peut pas ériger le moindre bâtiment à cet endroit. Et depuis que lui est allé inaugurer ces bâtiments-là, d'autres constructions ont poussé à côté. Une station, et puis je pense des galeries des Indo-Pakistanais. Ça a poussé à côté. Une autre station aussi c'est lui qui a donné l'exemple. J'étais J'étais étonné que quand Kinshasa a connu des inondations ici, qu'il parle de construction anarchique comme cause de ces inondations, alors que lui-même en a été l'artisan. En tout cas, au moins, un bâtiment de la ville a reçu sa bénédiction, un bâtiment construit anarchiquement. La baie d'Ngalima a donné lieu à une controverse quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Des constructions y étaient érigées, et d'ailleurs, cette controverse a rebondi dans le procès Caméré. Vous aurez remarqué que des concessions qui ont été mises en cause dans ce procès, des concessions cédées par Jamal à tel ou tel autre, c'était à grande partie dans la baie d'Ngalima. Des instructions ont été données clairement pour que ces terrains-là ne soient plus lotis. Mais vous avez remarqué qu'il y a 1 ou 2 ans, de nouvelles constructions sortent des terres là-bas, avec la signature du ministre des Affaires foncières qui est passé maître dans de transactions illicites dans le secteur immobilier et avec la bénédiction du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Le Sacré Pic, quand vous passez sur l'avenue, la route Matadi, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour aller à Lausanne, vous voyez bien les cercles hippiques devant vous, mais tous les terrains derrière a été loti. Loti par qui? Par le même ministre des Affaires foncières. Ça, c'est au niveau du gouvernement central. J'établis la responsabilité à ce niveau-là. Mais du côté du gouvernement provincial, vous allez à Barumbu. Voyez-vous, vous prenez l'avenue Kabambar, vous arrivez au croisement de l'avenue Kabambar et l'avenue Aix-Flambeau, vous continuez droit, donc vous entrez dans le quartier Bon Marché, et vous tombez sur un rond-point devant vous, là. Ouais.
En plein milieu de ce rond-point, ça a été attribué à Roger Bimola. À l'époque, il y a une terrasse. Hein? En plein milieu, en plein dedans du rond-point, une terrasse avec des manettes des enfants. Et il y a même un amphithéâtre là-bas qui sert de salle de conférence. Donc un député a obtenu de la ville d'établir un commerce en plein milieu du rond-point. Roger Bimola, il était à l'époque député provincial de Kinshasa, élu de Barumbu. Ça, c'est un Ngobila qui lui a accordé, en plein milieu. Aujourd'hui, il est à la CENI, membre de la CENI. Ici, à Lingwala, je sais que ces projets tardent à se matérialiser, de la réhabilitation du train urbain, de la voie ferroviaire de Kinshasa. Mais ce n'est pas pour autant que place est faite à Gentil Ngobila pour installer des marchés pirates sur les rails. Du béton a été coulé sur les rails à Lingwala. À la sortie du rail, au niveau de l'avenue Libération, il y a un marché pirate qui a été installé là-bas. Des marchés que Ngobila a improvisés un peu partout dans la ville de Kinshasa, prétendant y reclasser les vendeurs du marché central, ce qui n'a pas été le cas. Vous avez ces marchés pirates installés sur les rails là-bas, au niveau de l'avenue de Libération. Vous avez un autre marché pirate ici, au niveau de Willery. Disons heureusement que celui-là, le projet n'a pas abouti, faute peut-être des clients. Ça n'a pas vraiment intéressé les gens. Mais c'est des marchés pirates installés sur les rails. Deux, un autre était un projet un peu plus bas ici, vers Barumbu. Je ne suis plus passé par là-bas pour savoir si celui-là a été matérialisé. Vous avez un marché pirate improvisé, installé dans l'enceinte d'une école. C'est vrai que cette école est pratiquement désaffectée. L'école qui est sur Cabinda, au niveau, je crois, de Cabinda Plateau. Cette école avait été squattée et des gens s'étaient même permis de vendre des parcelles de cette école, de cette concession. Matata avait récupéré cette école et l'État s'apprêtait à réhabiliter cette école. Voilà ce que Ngobila en fait. Il y installe un marché. Un autre marché est installé ici sur l'avenue Kassavubu. Sur un terrain de handball, sur le principal terrain de handball de Kinshasa. C'est celui-là. Et vous savez que depuis que les activités ont repris, donc à la suite de la baisse d'intensité de la pandémie à coronavirus, que bien d'activités ont repris, mais sauf les activités sportives du côté des handball. Le principal terrain est aujourd'hui occupé. Un marché de vendeuses de bijoux y est installé. Ça, c'est la responsabilité des autorités. J'ai parlé plus loin. Mais il y a aussi la responsabilité des citoyens, de nous autres. Des gens qui se réveillent un matin, qui décident à un endroit inapproprié d'ériger des bâtiments. Peut-être parce que... Et encore que même quand il s'agit des initiatives de privés, en ce qui concerne les constructions anarchiques, la responsabilité est de l'État. C'est l'État qui organise la société. Donc l'État est défaillant pour que les individus se permettent d'ériger des bâtiments n'importe où. Donc, somme toute, la responsabilité revient à l'État. Allez-y, puisque vous parlez de construction anarchique, c'est vrai, parce que c'est peut-être des bicoques, je ne sais quoi, mais vous avez vu ces stations d'essence qui ont proliféré partout à Kinshasa. Là où il ne fallait pas construire des stations ont été construites. Ils ont été construites au vu et au su de tous, à commencer par Félix Tshisekedi et son gouvernement. Ils ont laissé ces stations pousser, et un matin, je suis un peu surpris d'entendre celui-là, comment il s'appelle encore, Bidimbu, Didier Bidimbu, le ministre des hydrocarbures. J'aime bien quand Perrault Louara parle de lui, c'est le Rolo qui s'est bien restitué tout son passé. Non, un matin, il fait un communiqué comme quoi qu'une commission a été mise en place, une commission mixte entre des experts de son ministère et du ministère de l'Urbanisme et Habitat, pour essayer de descendre sur le terrain et évaluer toutes ces constructions de stations d'essence, et celles qui n'ont pas été construites dans les normes seront démolies. Je ne sais pas si cette commission a vu le jour. En tout cas, je n'ai jamais entendu
C'était juste quelconque une annonce. Rapport de conclusion. Et alors, ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que vous laissez ces constructions-là pousser. Elles sont en train de pousser et vous savez que c'est à des endroits inappropriés, pas propices. Et c'est des ministres qui accordent ces autorisations. En ce qui concerne, par exemple, les stations, en ce qui concerne les lotissements. On laisse faire. Pourquoi? Puisque ce marché profite indirectement à des ministres. Quand c'est dit des affaires foncières loties, il s'attribue lui-même 5, 6, 7 concessions. Et au passage, il n'oublie pas son collègue de l'urbanisme et l'habitat. C'est cela le problème. C'est du gâteau qu'on se partage. Qu'on se partage. Et quand il y a clameur publique, ou peut-être que ça perturbe la vie des riverains, c'est alors qu'on prend conscience qu'il y a problème. Je me pose la question. Si c'est là qui nous gouverne, prête attention aux textes légaux. Parce que ces endroits prévus comme des espaces non édificandés sont bien connus et identifiés par le cadastre. Identifiés. Qu'est-ce qui arrive que les ministres passent outre ces interdictions? Le profit personnel. Il lotit, il attribue au sien. Il lotit, c'est lui-même qui s'attribue des concessions. Il lotit, c'est lui-même qui est le commissionnaire. Voilà le problème. Donc maintenant, là, après avoir commis ces forfaits, pour se donner bonne conscience, on va crier aux voleurs. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est le tout maintenant de ceux qui sont le long des acteurs de la route, les bars, les... À Linguala, vous allez dans ma commune à Linguala, tous les trottoirs sont occupés, notamment sur l'avenue Nyangwe. Vous ne pouvez plus trouver beaucoup de bars, où mettre pied. Les bars ont poussé et ont occupé des espaces jusqu'au bord de la chaussée. Il est impossible de trouver un endroit où mettre pied sur le trottoir à Linguala, notamment sur l'avenue Nyangwe. Ce n'est pas normal. Mais vous nous parlez que c'est de ces grandes constructions anarchiques, celles qui sont très évidentes. Mais tous les jours, ici, tous les jours, les bourgmestres font des concessions à des particuliers avec des documents en tête précaires et irrévocables. Et alors, ces documents permettent à des particuliers de placer des terrasses, des petites boutiques, sur l'emprise publique, sur des caniveaux. Et précaire et irrévocable signifie quoi? Si demain, on décide de démolir, monsieur, ne venez pas me demander des comptes, vous saviez que c'était précaire et révocable. C'était prévisible. Donc c'est à perte et profit, ne venez pas me demander des comptes. Vous vous rendez compte, ça s'est fait là. Et le gouverneur le sait, le chef de l'État le sait. Ce sont des gouverneurs qui les font. Tous les jours, partout à Linguala, allez-y voir, des boutiques ont émergé sur les caniveaux, sur des emprises publiques. Précaires et révocables. Là, à ce moment-là, personne ne s'en indigne. On laisse les gouverneurs se débrouiller, les bourgmestres se débrouiller comme ça, puisqu'on sait qu'on ne les paye pas. Pire, à la maison communale de Linguala, si vous y allez, il y a même un conteneur transformé en boutique d'habillement qui est installé là, dans l'enceinte de la commune. Enceinte de la commune de Linguala. Oui. Donc on fait du commerce là-dedans. Sangobila n'a jamais vu. Et un matin, alors on se fera de bonne conscience pour dire, puisque les papas arrivent, alors il faut faire bonne impression. Allez, on commence à démolir. Et on commence à démolir sans penser à indemniser les pauvres victimes. C'est précaire et irrévocable. Non, mais ceux qui ont obtenu des concessions dûment avec la signature de l'État, des mandataires de l'État, ceux-là doivent être indemnisés. Il y a eu un lotissement régulier. Un particulier a acquis régulièrement. Mais alors, à qui la faute? Dites-moi, à qui la faute? Donc, vous voulez faire payer à des particuliers les fautes de ceux qui sont là pour représenter l'État. Donc, voyez-vous un peu? Ah, une grande confusion. Voyez-vous un peu ça? Donc, le turpitude de ceux qui sont censés protéger l'intérêt de l'État font que ce sont des particuliers qui tombent victimes et qui ne sont pas indemnisés.
Ça, c'est très grave. Mais la question centrale, c'est de réfléchir au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on voie dans quelle manière nous pouvons partager les prérogatives entre le pouvoir central et les provinces en ce qui concerne les affaires foncières, l'urbanisme et habitat et l'aménagement du territoire. Certes, il est vrai qu'en théorie, il y a certaines compétences qui sont reconnues aux provinces, mais pas assez. Et d'ailleurs, ces les compétences reconnues par les provinces ne sont même pas en réalité exécutées par les provinces. Parce qu'en fait, il y a un empiètement du pouvoir central dans ces domaines-là, dans les provinces. Vous ne pouvez pas, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, les plans d'une ville, laisser au gouvernement central de réfléchir à la place des provinces avec un pays d'une étendue de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est trop demandé au gouvernement central. Laissez les provinces elles-mêmes envisager et projeter l'aménagement du territoire. C'est cela le grand débat à engager aujourd'hui. À moins que je m'abuse, je sais que en ce qui concerne les constructions, quand vous érigez un bâtiment d'un niveau A2, il vous suffit d'une autorisation de la ville, mais quand vous allez plus haut, c'est une autorisation du pouvoir central. Pourquoi? Pourquoi? Laissez à chaque ville d'imaginer son plan, d'imaginer son futur. C'est cela le débat, le grand débat à entreprendre. Laissez ces pouvoirs aux provinces. Les provinces ont le temps, ont des pouvoirs décentralisés. Elles peuvent imaginer et concevoir leur avenir. C'est beaucoup plus pratique. Très bien. Que moi, à Kinshasa, que je prenne le temps de penser Kinshasa, plutôt qu'il y ait un individu futur ministre du gouvernement central qui doit penser planning de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma et de Kisangani à la fois. C'est trop. Très bien. On va parler situation. Et puis par la suite, Ouais. on démolit aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous garantit que demain, nous ne connaîtrons pas de nouvelles constructions anarchiques? Et ce qui a été démoli aujourd'hui, vous verrez que d'autres constructions feront apparition au même endroit. Demain, parce qu'il n'y a pas de suivi. Ici, les gens n'ont pas, ceux qui sont en responsabilité n'ont pas l'essence de l'État. Vous le savez très bien, il n'y a pas de suivi. Combien d'autres mesures ont été prises dans ce sens? Et puis quand on dit qu'on s'attaque aux démolitions, mais allez-y à des endroits les plus sensibles, vous remarquerez que souvent on commence chez les faibles. Allez-y démolir ici, les longs du rail. Les longs du rail, à Gombe. Cette construction. On a construit les longs du rail à Gombe. Du rail, à Gombe, à partir de l'avenue de Libération. Non, là ils Ils vont rien faire. En tout cas, jusqu'en face de on ne peut l'IGF. rien espérer. Oui, allez-y. Oui. À côté de l'IGF, on Oui, a construit. vous avez vu. Ouais. Non, Ça, mais là c'est la Gombe. Ça, ce sont des espaces réservés à raison de 8 mètres de chaque côté du rail, des propriétés de l'ONATRA. Il y a des constructions, là. Et à l'époque de Matata, on a démoli du côté de Lingala. Une fois arrivé sur l'opération, les tracteurs, les engins se sont arrêtés là. La machine a bloqué. Les engins se sont arrêtés là, net, là. Ils ont tenté de démolir. Ils ont tenté de démolir. Une première maison a été démolie, celle-là appartenant à une personnalité pour de l'opposition de l'époque, et les engins se sont arrêtés là. Plus rien. Donc c'est cela. Merci beaucoup, honorable Daniel Moukébaï. Non, Mike Moukébaï. Oh, bon. Le nom de Daniel. J'ai pensé à lui avant l'émission. Ben alors, Mike Moukébaï. salut à lui, coucou à lui. C'est aussi un autre aîné que j'aime beaucoup. Coucou à lui, Daniel Safo. Coucou à Daniel Safo. Voilà. Merci beaucoup à l'honorable Mike Moukébaï Nkoso, élu de Lingwala. Quittons Kinshasa, allons maintenant en province, où un de nos avions, on n'en a pas assez, hein, un de nos avions a été... Non, nous n'en avons pas. Ce sont des vieux coucous, c'est c'est quand même un avion. Une fois, j'avais dit que c'est nouveau ou un ancien. Non, j'avais dit que c'est des vieux coucous. Des vieux coucous, je ne sais pas, des 1965 ou 60, les Sukhoi. Je vous disais que c'était des très très vieux avions et que ces avions-là ne valaient plus la peine et qu'il ne fallait même pas les faire voler. Regardez cet avion-là, regardez. Regardez, rien que son fuselage là, voyez-vous,
Vous n'avez plus des avions avec ces types de filets, des avions de chasse avec ces types... C'est dépassé d'après vous? Oui, vous n'avez plus... Le modèle est dépassé? Totalement dépassé, mais c'était un vieux coucou de 1960 ou 70. Tant que ça marchait. Oui, avec une vitesse de 850 km. Avec une vitesse de 850 km/h, alors qu'aujourd'hui, vous avez des avions de chasse à 1000 km/h. Et vous avez même un Blackbird américain, un avion espion, qui arrive à 3300 km/h. C'est un vieux coucou. Normal qu'il se fasse abattre aussi facilement. Oui, c'est un vieux coucou. C'est un vieux coucou. Vous ne pouvez pas, je vous l'ai dit. Là, l'avion a pris feu après avoir reçu quelques balles, quelques tirs de missiles de la part de l'armée rwandaise. Et le pilote, quand même, a réussi à faire poser cet avion sur l'aéroport de Goma. Et là, c'est le pilote, le chasseur, qui quitte précipitamment d'ailleurs le Sukhoi pour être à l'abri du danger. Il n'y a même pas d'échelle. Mais c'est dans la précipitation qui s'est posée. C'est dans la à précipitation. Goma. Ouais. Bon, ouais. Et donc, aussitôt après, le gouvernement rwandais a pondu un communiqué pour dire voilà, cet avion congolais a survolé l'espace aérien rwandais. C'est la raison pour laquelle le gouvernement rwandais a réagi par des tirs. Vous savez, je ne ferai jamais la part belle au Rwanda. J'ai toujours condamné les soutiens du Rwanda au M23, mais je ne m'empêcherai pas non plus de m'interroger sur notre responsabilité. Vous savez qu'il y a plusieurs mois, la première fois que ces avions ont été, ce vieux coucou ont été brandis avec fierté, vous savez que tout de suite après, l'un de ces deux avions-là, de ces deux Sukhoi, s'est égaré pour aller atterrir au Rwanda. Et que certains d'entre nous, certains de nos compatriotes, avaient pris cela pour un exploit. Vous le savez? Oui, oui. Ah non, ils ont déjoué la surveillance aérienne rwandaise. Bien de commentaires ont été mis dans ce sens-là. Plutôt que de se demander comment est-ce que notre avion avait pu s'égarer pour aller atterrir en territoire ennemi. Heureusement pour nous, qu'il n'y avait pas de guerre déclarée entre les deux États, donc le Rwanda ne pouvait pas confisquer cet avion, non plus l'abattre. Et donc l'avion a pu voler et revenir. Nous avons applaudi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est le contraire. Je me pose la question. Avions-nous volé l'espace aérien rwandais? Je ne sais pas. C'est ce que le Rwanda a dit. Mais au moins, le Rwanda a tiré sur cet avion militaire. Ça, c'est évident. Il s'agit pour nous de prouver que nous n'avions pas violé l'espace aérien rwandais. Il s'agit pour nous de le prouver. Sinon, plutôt que de pondre un communiqué sur la place publique, à mon point de vue, il fallait user de notre droit à la réciprocité. Il fallait tout de suite répondre au Rwanda. Nous n'avons pas pu le faire, et ce n'est pas sur un plateau de télé que la question... Répondre veut dire exactement quoi? Parce que le gouvernement a réagi par un communiqué. Non, pas par un communiqué, il fallait frapper une cible militaire au Rwanda, clair. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Oui, il fallait immédiatement frapper une cible militaire au Rwanda. Immédiatement. Immédiatement. Oui, mais puisque nous savons que nous n'avons pas la capacité... Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce que nous n'avons pas la capacité et puis le courage d'engager une telle épreuve. On n'a pas la capacité, c'est-à-dire on n'a pas d'armement. Vous avez vu ce qui se passe avec le M23, c'est à peine, je ne sais pas, une rébellion de quelques centaines d'hommes. Nous n'arrivons jamais à le neutraliser, à l'anéantir. Et si nous peinons comme ça face à une rébellion, et alors une armée conventionnelle comme celle du Rwanda, sommes-nous prêts à l'affronter? Sommes-nous prêts? C'est pourquoi nous avons toujours parlé de travailler à faire monter en puissance l'armée, d'équiper l'armée, de former. Non. Les gros de moyens sont affectés aux institutions politiques. Les gros de moyens sont affectés à quoi? À l'augmentation des revenus des députés nationaux. Voilà où ça nous mène. L'acte posé par le Rwanda démontre clairement aujourd'hui, honorable Mike Mukebai, la faiblesse du Congo par rapport à l'option militaire. Je suis désolé de le reconnaître. Parce qu'on n'a pas réagi. Je suis désolé de le reconnaître sur un plateau de télévision. C'est un aveu d'impuissance. Nous serions un pays puissant, capable. Nous aurions répondu au même moment
Nous aurons frappé même la cible la plus proche à Gisenyi ou encore à Ruzizi. La base militaire peut-être à Gisenyi. La cible militaire la plus proche. Nous aurions frappé en réponse. Sitôt que cet avion était touché dans les airs, nous répondions au même moment. Nous répondions au même moment. Alors, ça sert à quoi de faire les matamors? C'est pourquoi, souvent, moi, je suis favorable à l'option de négocier. Quitte à créer une accalmie, quitte à créer l'apaisement, les conditions pour pouvoir construire une armée dotée d'une force dissuasive. Quelle est notre dissuasion en face du Rwanda? Je suis complètement abattu là. Je suis complètement abattu, secoué. Dites-moi, quelles sont les armes à longue portée dont nous disposons? 50, 60, 80 km. Nous en disposons? Des armes à longue portée. Nous en disposons? On n'a pas pour faire peur au Rwanda. Nous n'en disposons pas. C'est ça le problème. Bon, tout de suite une justification, une notification qui nous a été imposée pendant trop longtemps, mais maintenant que cette notification a été levée, allons-y maintenant, équipons l'armée. Le moment est venu maintenant de faire de FARDC une armée véritablement professionnelle. Mais c'est d'abord une question de vision et de volonté. Si cette vision n'y est pas, ce n'est pas parce que la notification, le régime de notification a été levé, que, comme par un coup de bâton magique, l'armée, là, elle-même, elle va se professionnaliser. Non. Il faut y travailler, mais pas avec un tel pouvoir, qui n'a pas de vision pour le pays. Dans aucun secteur, Félix Tshisekedi n'a fait mettre des visions claires, et ni n'a mis de volonté pour arriver à une transformation. Dans aucun secteur. Restons d'abord sur le secteur sécuritaire. Cet acte posé par, cet acte d'agression, d'attaque de notre avion, par le Rwanda, explique aujourd'hui clairement l'orgueil de Kagame vis-à-vis de Félix. Mais cet orgueil ne tient pas seulement au rapport de force sur le terrain militaire. Militairement, il est fort. Non, cette arrogance ne tient pas qu'au rapport de force sur le terrain militaire. Mais quand vous avez des conseillers de l'entourage les plus proches du chef d'État qui vous avouent que bon, j'avais été moi mandaté pour reconnaître à Kagame: oh, toi, Kagame, tu as un carnet d'adresses. Nous n'avons pas fait que nous puissions avoir des investisseurs chez nous. Ça aussi, c'est cela. C'est qui a mis le pays dans une situation de subordination vis-à-vis de Kigali. C'est cela aussi. C'est cela aussi. Parce que vous savez que le rapport de force ne tient pas. Aujourd'hui, dans le rapport de forces mondiaux, ne tient pas qu'à la puissance militaire. Le Cameroun est entré en conflit avec les Nigérias sur la presqu'île de Bakassi. Et finalement, cette presqu'île a été reconnue à qui? Au Cameroun. Il n'y a pas que l'aspect militaire qui compte. L'aspect économique et diplomatique joue aussi pour beaucoup. Savoir, c'est faire des alliés. Savoir compter sur les appuis des autres. À un moment donné, ici, il y a eu comme un semblant de renversement des situations. Rien que sur base de déclarations diplomatiques en notre faveur et qui décriaient, qui dénonçaient le Rwanda. C'est un élément important dans le rapport des forces mondiaux. Savoir, c'est faire des alliés. Nous avons été incapables de nous faire des alliés. Incapables. Notre diplomatie navigue à vue. Nous n'avons pas un allié sur qui nous pouvons compter. Le plus sérieusement, nous n'avons pas un seul. Surtout pas parmi les 5 puissances membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Nous n'avons aucun allié parmi eux. C'est un travail qui aurait dû être fait des temps du Kabila, mais qui n'a pas beaucoup progressé. Les Français nous ont tendu une perche à l'époque. Chirac a fait un très très grand travail, un travail énorme pour obtenir la reconnaissance des Nations Unies en ce qui concerne les 8 millions de morts congolais. Mais par la suite, avons-nous saisi cette perche? On a même saboté le rapport mapping. Pour réchauffer. Kagame s'est permis même pour réchauffer nos relations. Narguer les rapports pour réchauffer mapping. Nos relations avec la France. Ben rien. Aujourd'hui, c'est encore la France qui a joué un rôle clé. Clé pour que nous parvenions à la levée du régime de notification. Comment nous avons-nous géré ce moment-là avec la France? Comment? J'ai l'impression que c'est comme si rien ne s'était passé pour Félix Tshisekedi. Rien ne s'est passé en tout cas pour lui. Rien ne s'est passé. Il en est encore à passer par
de lobbyistes pour lui obtenir de rendez-vous. Tout chef d'État il n'en a pas besoin. Alors, dans cette affaire, honorable Mike Mukebayi, l'attitude de Félix Tshisekedi face à cette énième agression de Kigali, est-ce que l'attitude de Félix rassure? Vous, à votre place, vous auriez fait quoi, par exemple? Vous, à la place de Félix Tshisekedi, vous auriez fait quoi, par exemple? Chef d'État, vous êtes à l'extérieur du pays, vous apprenez que votre avion a été touché par des tirs de missiles dans le pays voisin. Il a mal amorcé son approche avec Kagame et c'est plus le moment de penser qu'il puisse en sortir. Il a mal amorcé. Il s'est mis en difficulté lui-même en arrivant, faute de compréhension des enjeux régionaux et mondiaux, et même continentaux, faute de carnets d'adresses, comme l'a reconnu l'un de ses propres conseillers. Il est allé se jeter dans le bras de Kagame, et voilà où nous en sommes. Et d'ailleurs, avait-il les choix? Puisque c'est sachant... Si, il avait le choix de ne pas aller quand même. Non, il savait qu'il avait un problème de légitimité et qu'il fallait tout de suite aller rechercher la reconnaissance de ses pairs dans la région. Tout de suite. Vous avez vu avec quel empressement il a négocié pour obtenir la présidence de l'Union africaine. C'était en fait pour bluffer, pour que le gens ne parle plus de ses pouvoirs sans légitimité obtenus sur base d'une transaction illicite au détriment de la victoire de Martin Fayulu. C'est cela le problème. Il est tard aujourd'hui. Il est tard. Les jalons qui ont été posés ont été très mal posés. Et c'est fini. Il n'y a plus rien à redresser. Il n'y a plus rien à redresser. Oui. Situation perdue. Le vin est tiré. Il y a un calme. Le vin est tiré, il faut le boire. Il y a un calme dans la sous-région. Tout le monde sait que le Rwanda a tenté d'abattre notre avion au niveau de la sous-région, au niveau de l'Union africaine, tout comme au niveau du monde. Et tout le monde sait. Un silence. On s'est tu comme si c'était une situation normale. Mais vous savez, de toute façon, en diplomatie, ça va être considéré comme un incident, parce qu'il ne s'agit pas d'une véritable belligérance, mais un incident difficile quand il s'agit de départager les uns les autres, de déterminer la responsabilité. Y aura-t-il moyen de faire revenir cet avion à son voyage initial pour déterminer s'il avait survolé? C'est très très compliqué. Les voisins, là, ils ne vont pas s'engager dans cette polémique-là. Et vous savez d'ailleurs que la tendance est toujours à encourager vers les règlements pacifiques de conflits. Donc c'est cela, quoi. Nous aurions dû nous-mêmes répliquer. C'est tout. C'est bien plus simple que ça. Nous n'avons pas la capacité, et nous n'avons pas la capacité, et c'est regrettable. Sur cette question, je n'impute pas la responsabilité totalement à Félix. Il faut construire cette capacité très vite. C'est lui le leader. Non, j'ai dit je ne lui impute pas la responsabilité totalement. Parce que construire une dissuasion, ce n'est pas une affaire d'un ou de 2 jours. Mais il a eu 4 ans. Oui, j'ai dit. Hein. Ce n'est pas une affaire d'un an. Alors, dernière question. Et la plus grande excuse, c'est que nous sortons de cette situation de régime de notification. C'est aussi ça. Très bien. Dernière question par rapport à cette affaire. Vous dites que les bases ont été très très mal posées. Félix est dans une grande confusion au sein de cette situation, la crise. Il est même dans une sorte d'imbroglio parfait. Parfait. La situation est devenue tellement complexe. Comme si c'était retrouvé au centre de la tour de Babel au moment de son effondrement, hein, et que les gens parlaient de milliers de langues et que finalement personne ne comprenait l'autre. Il est dans une situation. Ouais, il est dans une situation comme celle-là. Au centre vraiment de la tour de Babel au moment de son effondrement. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quel sens se fout. Ben non, pas du tout. Alors, comme apparemment, d'après vos analyses, honorable Mike Mukebayi, c'est que la solution avec Félix est impossible. Non, elle est impossible. Le Congo s'en sort comment? Le Congo s'en sort comment? Le Congo s'en sortirait par des élections transparentes qui vont donner au pays des dirigeants légitimes. Et ces dirigeants-là vont imprimer une nouvelle marque, un nouveau rythme au pays. Voilà. C'est cela le salut du Congo. C'est-à-dire que nous avons encore 9 mois. 9 mois pour aller à des élections transparentes, inclusives. Avec Bunagana. Juste. Bunagana et d'autres localités sous le contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. Donc cette situation, on va aller avec jusqu'aux élections. Jusqu'à l'installation du nouveau président élu, au cas où Félix perdrait les élections. Perdrait les élections. Écoutez, la Constitution demande d'organiser les élections dans les délais.
Et donc, c'est à Félix Tshisekedi, lui qui a l'impérium, de restaurer la paix dans ces partis et donc de nous donner des élections. Ce n'est pas une raison pour ajourner les élections. Pas du tout. Ce n'est pas une. Et d'ailleurs, que lui-même nous avait donné un très bel exemple, il a poussé, il a encouragé des élections desquelles étaient exclus des pans entiers des Congolais, des millions. Béni et une partie de Maïndomé. Même la jurisprudence. Je n'encouragerai pas cette jurisprudence, mais je l'évoque pour la lui opposer à lui. Mais moi, je n'accepterai pas que des élections s'effacent avec une partie des Congolais exclus. Ça, je n'accepterai pas. Dans la pire des hypothèses, si Félix serait élu président de la République au terme des élections. La pire des hypothèses, je ne comprends pas très bien la question. La pire des hypothèses. Oui. Si, au cas où Félix serait élu président, serait réélu président de la Comment République. vous pouvez envisager même sa réélection? Comment vous pouvez même... C'est une hypothèse, non? Non, même en hypothèse, il ne faut jamais envisager ça. Même en rêve, il ne faut pas envisager, c'est impossible. C'est impossible. Ce qu'il présente aux Congolais fera que s'il atteint le 3%, c'est que c'est un exploit. Les 3%. Vous savez combien de pourcents il avait, vous savez combien de pourcents il avait obtenu? Il avait obtenu combien? Non, vous le savez. Vous le savez. Combien? Non, vous le savez. Vous savez combien de pourcents il avait obtenu en 2018? Là, il arrivait, il quittait l'opposition pour aller chercher le suffrage des Congolais. Il avait le nom de son père et tout le passé historique de l'UDPS. Mais il n'a pas pu battre Fayoulou et Chadari. Et cette fois-là, c'est-à-dire qu'il était troisième. qu'il a grillé toutes ses cartes, qu'il a dilapidé, qu'il a vendangé toutes ses chances, qu'il a amené le pays dans l'abîme, c'est pas au bord. Dans l'abîme. Mais dans l'abîme, dedans. Déjà dans l'abîme. Dans l'abîme. Tel que nous vivons là, nous sommes dans l'abîme. Dans l'abîme. De vous prenez les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages qui sont incapables d'apprécier et de sanctionner. Il l'avait déjà sanctionné en 2018. Et là, la sanction sera beaucoup plus sévère. Chez 3%, s'il atteint les 3%, c'est un exploit. Si Félix atteint 3% c'est un exploit. lors des élections prochaines, c'est un exploit. Ça pourrait être considéré comme un exploit. C'est un exploit. 3%. Moi, je te parle. Vous êtes sérieux? Je vous dis, je suis très sérieux. Moi, je vous parle de la vraie vie des Congolais. Ceux qui ne regardent pas à cette affaire qui s'appelle augmentation de 15 milliards, de budget à 15 milliards. Mais qui regardent à leur assiette ce que ça représente, cette augmentation. Et qui perdent chaque jour leur pouvoir d'achat. Et qui sont incapables de vêtir, de nourrir leurs enfants pour les envoyer dans ces écoles qui sont gratuites. Incapables de leur assurer le transport pour arriver. Les écoles sont gratuites, oui. Mais d'assurer le transport à l'enfant pour y arriver, c'est un casse-tête. Ces Congolais-là les sanctionnent sévèrement. Vous pouvez faire le calcul depuis 2019 et donner les chiffres, combien, en termes de pourcentage, de Congolais ont perdu sur leur pouvoir d'achat. Nous sommes partis de 1 à 1000. De 1 à 1000. Je posais la question à mon épouse la dernière fois, moi je n'ai pas l'habitude de faire le marché, qui me dit que le bidon d'huile, là, il est passé de 22, entre 20 à 22 000 francs, à 30. À 30 000. Vous vous rendez compte un peu? Ouais. La dernière fois que madame m'a acheté date de 2 jours. À 30 000. Et c'était à 30 000. Ouais. C'est une augmentation de combien? De 50%. Et si vous en consommez 2, 3, 4, ces bidons-là le mois, ça vous fait combien? Les écolos de foufou. Avec un salaire de combien? Oui, les écolos de foufou. Est passé de 2 000 à 3 000 francs. Écolos de foufou. Ce sont ces Congolais-là qui vont le sanctionner. Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Mukeba Nkosso, élu député provincial de Kinshasa. Nous allons parler situation processus électoral. Moïse Katumbi Chapoué s'est finalement enrôlé ce jeudi 26 janvier 2023. Le président d'Ensemble pour la République est parti de chez lui dès bon matin pour le centre d'identification et d'enrôlement situé dans la commune de la Rouachi, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Je vais prendre juste un petit extrait d'Eric. On va prendre deux extraits. Après, on va rentrer pour commenter avec l'honorable. Et puis, on va prendre d'autres aspects du processus électoral et tout ça. Et puis, finalement, tout aussi de Savannah.
d'Éric. Honorable Mike Moukeba Nkosso, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, s'est enrôlé aujourd'hui. Quelles sont vos premières impressions? Je m'étais abstenu d'une polémique stérile qui avait fait jour à Lubumbashi quand nous étions allés à notre congrès. Mais j'avais quand même commenté pour dire que Moïse Katumbi n'avait plus besoin de prouver qu'il était populaire à Lubumbashi ou ailleurs sur une autre partie de la République démocratique du Congo, puisque tout de suite nos dictateurs avaient dit qu'à son retour, il n'avait pas été accueilli comme il fallait s'y attendre à Lubumbashi et qu'il n'y avait personne dans la rue. Bon, mais pour ne pas revenir à cette polémique, parce qu'elle est déjà passée, je quand même oppose à cela ces images ici. Je leur oppose ces images. Il y a d'autres images d'Éric, il faut définir les restes d'images. Oui. Je leur oppose ces images et donc je crois que ces images sont assez éloquentes. Et donc cette polémique-là n'a pas de raison d'être. Alors je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui... Vos premières impressions par rapport à l'enrôlement de Moïse Katumbi. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui a fait mal à beaucoup. Aux détracteurs de Moïse Katumbi, nos détracteurs, les dictateurs d'Ensemble pour la République. Il y en a qui ne trouveront pas du sommeil cette nuit. Il y en a qui vont connaître, qui vont faire des insomnies. Vous parlez de qui? Non, je parle de personne. Il y a des gens qui ont attaqué Moïse tout le temps sur la question d'éligibilité, d'être électeur, sur la question de la congolité. J'ai jamais, moi, voulu faire cas de ces débats. À chaque fois, j'ai toujours renvoyé les uns les autres à la Constitution de la République, aux textes légaux qui sont clairs. Et même aux origines des Katumbi qui sont clairs. Certains ont dit que ce débat a été tranché aujourd'hui. Le débat sur la nationalité des Katumbi... Je ne dis pas sur la nationalité. ...a été tranché aujourd'hui. Je dis simplement les débats. C'est moi qui dis, non? Bon, ok. Ouais. Je crois que nous sommes maintenant d'accord les uns les autres qu'il a été reconnu sa qualité d'électeur et donc l'éligibilité ne pose plus de problème. Ça doit être vraiment très clair. Le débat est tranché aujourd'hui. Le débat est tranché aujourd'hui. N'empêche que cela veuille bien continuer des attaques en deçà de la ceinture. N'empêche. Je crois que la question a été tranchée et donc c'est vraiment clair. C'est vraiment clair, c'est vraiment clair. Donc les Congolais ont compris qu'ils ont là un candidat et un candidat sérieux. Et tout ce qui est dit contre lui, c'est justement parce que l'autre camp le redoute. L'autre camp sait que c'est les candidats les plus sérieux. C'est lui à même de fédérer le plus de Congolais autour de lui et d'assurer la victoire aux forces du changement, aux forces changementistes. C'est ce qui fait peur de l'autre côté. Et surtout, à Félix Tshisekedi lui-même, parce que lui, il a eu à côtoyer Katumbi en privé, dans son intimité, et il sait ce que ces types-là représentent. Ces carnets d'adresse qu'il est allé chercher chez Kagame, il sait que Katumbi en dispose. Oh, Katumbi dispose des carnets d'adresse que Félix est allé chercher. Vous voyez Katumbi, président de la République, est allé chez un homologue ici, voisin, pour dire « prêtez-moi votre carnet d'adresse ». Vous le voyez? Il ne peut pas faire ça. Ça sera la ruée des investisseurs ici. Il sera question que de créer les conditions pour qu'ils viennent. Il ne peut pas. Katumbi n'aura pas besoin de carnet d'adresse et de Paul Kagame. Mais puisqu'il en a un alors qu'il n'est pas président de la République. Il en a un. Vous voulez que je vous mette... Vous voulez que je vous mette à vous faire des révélations? Oui, oui. Vous voulez que je vous dise que Katumbi... Même une. Mais Katumbi,
voit des chefs d'État en privé. Déjà. Il les voit en privé. En privé, africains et autres ailleurs. En privé. Alassane Ouattara, excusez-moi, il ne m'a pas donné la permission de les dire ici. Alassane Ouattara, en privé, en discussion, complètement en décontracte. Vous vous rendez compte? Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si ça va me valoir une sanction de le dire sur le plateau. En tout cas, je n'ai pas été permis. Katumbi a rencontré Alassane Ouattara en privé. En privé. En décontact. Alors, là, il n'est pas chef de l'État. Et quand il y sera alors? C'est comme ça que j'ai toujours dit aux Congolais que là, ils ont la meilleure carte. La carte certaine. Que si c'est cette carte-là qui prend le Congo en charge, le Congo est inscrit à l'agenda international. De manière automatique? Je vous dis, inscrit à l'agenda international. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il m'expliquait comment il allait mettre fin à un terme au conflit à l'Est. Il me disait que ça pouvait lui prendre 6 mois. Qu'est-ce que vous a dit exactement par rapport à la solution? Moi-même, je n'y croyais pas. Moi-même, je n'y croyais pas. 6 mois pour finir la guerre à l'Est. J'étais très sceptique. Oui, j'étais 6 mois. Ouais. Katumbi a besoin de 6 mois pour finir la guerre à l'Est. J'étais très sceptique. Mais quand il a développé devant moi, j'ai dit peut-être 3 mois. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Peut-être non, ça, je ne peux pas l'exposer ici. Vous aussi, vous gardez tout. Non, parce que ça, il s'agit de nos petits secrets à nous, que nous allons mettre en œuvre pour le bien des Congolais, une fois en responsabilité. Quand il a développé devant moi, il a déroulé, j'ai dit peut-être 3 mois. Peut-être 3 mois. Et donc là, il a pris sa carte, je l'en félicite. D'ailleurs, c'est un acte civique, mais en même temps, un acte de foi, d'engagement pour une homme déterminé. Déterminé. Là, il a improvisé un meeting. Déterminé à ce que ses rêves se matérialisent. Ses rêves de prendre le règne du pouvoir, de prendre en charge les destinées des Congolais et du Congo. Et ces jours-là, vous verrez ce que nous allons faire du Congo. Et ces jours-là, le Congolais comprendront qu'il existe des Congolais ici, sur place, compétents et brillants, et capables de transformer ces pays. Et les gens nous verront à l'œuvre. Donc c'est une voie, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'ouvre pour la construction de la victoire. Nous commençons à y travailler chaque jour, nous y travaillerons et nous y arriverons ensemble avec ces milliers de Congolais qui tous aspirent à voir ces Katumbi-là arriver à la tête du pays. Très bien, ça c'est l'enrôlement de Moïse Katumbi Tchapoué, ça c'est un fait déjà acquis. Le processus lui-même, est-il transparent? Le processus, il n'est pas crédible, il n'est pas très crédible à ces stades. Pour rassurer Katumbi, je l'avais dit à ton micro, je l'avais dit, non, pour ce qui est de garantie de bonne fin, nous prendrons des dispositions nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous fier à des gens qui, au départ, déjà, montrent des intentions de frauder, de tripatouiller le processus. Les garanties de bonne fin, il s'agira des dispositions à prendre nous-mêmes. Pas nous-mêmes en tant qu'ensemble pour la République, mais nous-mêmes en tant que peuple. Nous devons mobiliser le peuple ces jours-là. Voyez-vous? Mais le processus tel que il se déroule, il n'est pas du tout crédible. J'ai eu à le dire ici que le calendrier n'était ni réaliste, ni réalisable. Voilà, nous connaissons déjà la première prolongation de 25 jours. Une prolongation aussi longue que le délai initial. Le délai initial était de 30 jours. Quand vous prolongez de 25 jours, ça signifie que vous avez échoué. Sinon, à la limite, une prolongation, elle devait être de combien de jours? 3 jours, 4 jours, à la limite. 25 jours de plus, ça voudrait dire que vous avez échoué. Et là, remarquez qu'il y a bien des défaillances logistiques qui ont été constatées ici et là. Ces défaillances logistiques ont-elles déjà trouvé de réponse? Pas encore. Donc, ce n'est pas évident que dans les 25 jours, Denis Kadima ira atteindre les 11 autres électeurs enrôlés attendus derrière lesquels il est en train de courir. C'est pas évident. Il en a enrôlé que 7 millions. Il attend enrôler 18 millions. 18 millions. Non, on n'a enrôlé que 7 millions. En 30 jours.
Donc, ce n'est pas évident qu'en 25 jours, il va de s'accorder. C'est pas évident qu'en 25 jours, il va enrôler 11 millions. Puis encore fait 7 millions, ça va faire 14. 7 millions, non. C'est pas si sérieux que ça. Il faut approcher les 18 millions. Je crois que ces estimations-là tiennent compte de certaines données sur terrain. Et qu'elles n'ont pas été faites en l'air, ces estimations-là. Voyez-vous? Alors là, 25 jours de prolongation, c'est pas évident que dans les 25 jours, il va terminer. Mais il se pose un autre problème logistique depuis un certain temps, mais je ne sais dire si ce problème est d'ordre général. Mais je l'ai constaté hier, dans un centre sur mon avenue, là où je me suis enrôlé moi-même, à l'Institut Boukama, à Lingwala. Avant-hier, le personnel a dû fermer boutique, arrêter de travailler à 12 heures, faute de cartes disponibles. Faute de cartes disponibles. Faute de cartes disponibles. Et hier, je suis passé par là à l'avant-midi, la quantité de cartes envoyées ne correspondait pas à la moyenne journalière d'enrôlés de ce centre-là. Donc, une demande avait été adressée à la CENI et jusqu'à ce que je quitte ces bureaux d'enrôlement, la CENI n'avait toujours pas répondu à ces demandes d'envoyer d'autres cartes en renfort. Je ne sais pas si cette défaillance logistique-là est d'ordre général. Si elle est d'ordre général, donc c'est grave. Donc il y a à pleurer sur ces 25 jours-là. Il y a à pleurer. Alors, puisqu'il a prolongé à Kinshasa, qu'est-ce qu'il vous dit? Pas qu'il prolongera dans le centre et une partie de l'Est, dans l'heure opérationnelle 2. Là, il a commencé l'enrôlement avant-hier, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que... Parce que vous savez que là-bas, les conditions d'accessibilité dans les territoires sont encore beaucoup plus compliquées. Qu'ici, là, par exemple, Kinshasa, Congo central, vous savez, c'est encore plus... Donc, il va prolonger, donc il va aller de prolongation en prolongation. Et il y a un élément, un détail important. Mais je vais revenir à ces détails-là par la suite. Continuons d'abord avec le processus tel qu'il se déroule là. En Belgique, en France, en Afrique du Sud, il y aura un seul bureau d'enrôlement, à savoir l'ambassade de la République du Congo dans ce pays-là. Et voyez-vous la dimension de l'Afrique du Sud? Les Congolais vont partir de partout pour venir s'enrôler en un seul point. Et ce sera peut-être le cas. Juste une formalité. Il faut arrêter cette bêtise. Qu'on dise, voilà, il faut arrêter. On a fait une innovation. Vous allez aux États-Unis. La plupart d'ailleurs n'ont plus la nationalité. Vous avez. Non, le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la nationalité. Le problème, c'est que vous avez décidé d'aller vers les Congolais de la diaspora. Vous voyez un pays aussi grand que les États-Unis. Un pays de plus de 9 millions de kilomètres carrés, vous allez installer un seul bureau d'enrôlement à Washington. À Washington, d'ici. Et c'est celui-là qui va partir de Texas pour arriver à Washington. Il mettra combien de temps? Et vous connaissez les contraintes quotidiennes de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, avec des petits jobs au calendrier très serré. Pour qu'ils vous trouvent 4 heures de vol et qu'il arrive, et qu'ils soient sûrs de s'enrôler. Si c'est ta journée, c'est fini pour lui. Vous vous rendez compte un peu? Alors, sur cette question d'enrôlement des Congolais de la diaspora, je sais que ça va faire mal à leurs compatriotes. Ils ont besoin d'avoir la carte d'électeur. Je comprends ces soucis-là chez eux. Mais j'appelle Kadima à arrêter cette bêtise-là. Maintenant. Qu'il arrête cette bêtise-là maintenant. Qu'il l'arrête maintenant. Je me pose cette question, comment est-ce que ça allait se dérouler? À longtemps, est-ce qu'il va louer des locaux, placer... Comment il va assurer la sécurité, ainsi de suite. Puis finalement, là, nous apprenons que non, c'est dans les ambassades. Un pays aussi vaste que le Canada, comment vous allez faire en 30 jours en installant des machines juste à l'ambassade? Comment vous allez faire? Non, j'appelle Kadima à arrêter cette bêtise-là. Et d'expliquer à nos compatriotes que nous ne sommes pas encore prêts. Nous ne sommes pas encore prêts. Sinon, à la limite, enrôler nos compatriotes pour les simples besoins de leur donner la carte d'identité. Mais pas pour qu'ils viennent voter. Ils seront au nombre de combien qui seront enrôlés aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour voir que lui-même ne maîtrise pas le processus de ce côté-là, il ne nous a pas donné des estimations d'enrôlés attendus là-bas. Il n'a pas pu le faire. Alors s'il enrôle 20 000, donc ça suffit. Non, qu'il arrête la bêtise. À la limite, que nos compatriotes qui ont besoin de la carte d'électeur comme carte d'identité viennent la chercher. Mais pas pour organiser les élections dans ces pays-là. Ah non, non, non. Non, non, elles ne pourront pas être prises au sérieux, ces élections-là. Pas du tout. Il n'a même pas été capable de donner des projections. Alors, ces chiffres-là qui vont nous amener 20 000 enrôlés, par exemple pour toute la France, mais alors, c'est à opposer à quoi? Partout ici au pays, il nous a donné des estimations. Mais alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quoi? C'est que, remarquez que les experts de l'Église catholique
et de l'Église protestante ont déniché 60 bureaux fictifs. 60 bureaux fictifs. 60 bureaux d'enrôlement fictifs. Dans la première ère opérationnelle et encore, qui n'ont pas monitoré tous les 9000 bureaux d'enrôlement. Ils ont monitoré à peu près à peine un tiers. Et sur les quasi-tiers monitorés, 60 bureaux fictifs. Et la liste de ces 60 bureaux fictifs a été établie et remise mano à mano, en main propre à Kadima. En main propre à la veille de la publication du rapport des experts de l'Église catholique et de l'ECC. Remise à main propre. Il avait promis même Kadima qu'il répondra à la publication du rapport, quitte à ce qu'il engage une interactivité, qu'il donne des réponses sur les préoccupations de ces experts-là. Il n'est pas venu, il a envoyé des seconds couteaux à qui on a donné la parole et qui ont dit non, 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 nous n'avons pas le pouvoir de prendre la parole ici. Alors si Kadima jouait vraiment la transparence, il aurait dû être là et répondre aux préoccupations des experts, notamment cette liste de 60 bureaux fictifs. 60. Et vous savez ce que ça représente, le bureau d'enrôlement fictif? Ce sont les prochains bureaux de vote fictifs. On planifie déjà. Donc on vote, oui, puis planification d'une fraude massive. Donc ces bureaux d'enrôlement fictif vont être transformés en bureaux de vote fictifs. Et comme ça, des milliers de voix vont être attribuées à un individu, alors que ces voix-là n'existaient pas effectivement réellement dans les urnes. Voyez-vous? C'est cela. Alors, dans tout ça, honorable Mike Moukebaï, est-ce que les élections seront organisées à bonne date? Non, la question n'est pas de savoir. Pour nous, Ensemble pour la République, notre leader Moïse Katumbi Chapwe, que j'appelle toujours Chairperson 2023, pour nous, la question, c'est pas auront-elles lieu ou pas les élections. Pour nous, la question, c'est que les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel. Point barre. Dans le cas contraire? Nous nous aviserons le moment venu. Nous aviserons le moment venu. Soyez tranquilles, nous aviserons le moment venu. Très bien. Nous aviserons le moment venu. Nous voulons les élections dans le délai. Une date a été avancée, coulée dans un calendrier, le 20 décembre. Nous voulons l'élection le 20 décembre. Très bien. Le 20 décembre, nous nous réveillons le matin, chacun. Pour voter. Pour voter. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous de nous avoir suivis.